La France peut-elle vivre sans polémique? Eh bien, il y en a une en ce moment, c'est celle du maréchal Pétain. Faut-il ou pas lui rendre hommage? L'homme de la Première Guerre mondiale ou de la Deuxième Guerre mondiale, les deux à la fois, l'une ou l'autre. En tous les cas, c'est un sujet qu'on va aborder ce matin avec Gaspard Canzer, qui était le conseiller en communication de François Hollande et qui est le fondateur du mouvement Parisienne Parisien. Bonjour Gaspard Canzer. Bonjour. Bienvenue dans ces locaux. Alors, cette polémique, vous avez entendu, finalement, c'est parti doucement et puis ça prend un peu de relief. Est-ce que les propos du président de la République justifient justement cette polémique? Oui, je le crois. Oui. Il faut regarder la presse internationale. Je regardais avant de venir ici la presse anglo-saxonne et la presse allemande. Le Spiegel a été assez dur puisqu'il a dit Macron rend hommage au collaborateur nazi Philippe Pétain. C'est ça l'image que ça renvoie dans le monde entier. Pétain est un collaborateur nazi avant tout pour tout le monde. Mais le Pétain de la Première Guerre mondiale, c'est pas tout à fait le Pétain mais de le la Deuxième Guerre problème, mondiale. c'est qu'on ne peut pas reconstruire une biographie en sélectionnant les parties qui vous arrangent. Pétain, il a été condamné pour indignité nationale. Il a perdu son titre, tous ses titres militaires, toutes ses médailles. C'est la fin de sa vie, malheureusement, qui dicte l'ensemble de sa vie. Et pourquoi pareille polémique n'a pas eu lieu sous De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand même? Bon, Mitterrand, on lui a reproché quand même de fleurir la tombe du maréchal Pétain. Mitterrand, il y a eu des polémiques très importantes sur Bousquet. Mais je crois mais on était à l'époque de Pompidou et de De Gaulle dans un autre moment de notre mémoire collective sur la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'on avait décidé de mettre un peu sous le tapis ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale et la collaboration de la France. On ne parlait pas de ces sujets-là. Il y avait le mythe de la France résistante, tout le monde il était beau, tout le monde il était gentil quelque part. Après les années 80, on a regardé notre passé en face et aujourd'hui, ce qui passait à cette époque-là ne passe plus et c'est bien. Donc vous êtes d'accord avec François Hollande quand il dit l'histoire n'isole pas une étape, quoi. C'est la globalité de l'action d'un homme qu'il faut juger. Oui, je crois que c'est bien la globalité de l'action d'un homme qu'il faut tuer, et notamment la fin. Alors, ça fait partie de son itinérance mémorielle au président de la République. Il y a quasiment une polémique tous les jours, ou une interpellation assez violente, vive, du président de la République. Vous qui êtes un expert en communication, qui avez conseillé l'ancien président de la République, ce type de voyage, qu'on n'avait pas vu depuis le général de Gaulle, est-ce que ça a une utilité? J'ai bien aimé l'idée quand elle a été formulée. Je trouve qu'aller à la rencontre des Français pendant une semaine entière, c'est une bonne chose, parce qu'on reproche souvent au président d'être isolé à l'Élysée. Donc Emmanuel Macron a eu raison de le faire. Après, je pense qu'il y a toujours le modus operandi et le moment dans lequel on le fait. Peut-être qu'une semaine, c'était un peu long. Et mélanger mémoire et contact direct avec les Français, c'est peut-être... affaiblir les deux côtés, affaiblir à la fois l'aspect mémoriel et aussi l'aspect contact direct avec les Français. Et on voit bien aujourd'hui... Donc c'est trop confus comme Oui, en fait, on ne comprend pas. Je pense que les Français eux-mêmes ne savent pas si c'est un moment de mémoire et d'histoire ou si c'est un moment de contact avec les Français. Je pense qu'il aurait peut-être fallu séparer les choses. Et donc, résultat, il y a 7 polémiques par jour et donc on retient les polémiques chaque jour et ça nuit au message mémoriel. C'est un voyage raté pour vous? Malheureusement, sur l'aspect mémoriel, pour l'instant, rien ne ressort. J'espère que le discours de dimanche qui aura lieu à l'Arc de Triomphe, à Paris pour le coup, je pense que ça, c'est quelque chose de positif. Mais on va dire, dans l'aspect rencontre avec les Français, on retient surtout l'aspect négatif. Et donc, ça veut dire que l'opération n'est pas réussie pour l'instant. Alors, il est très bas dans les sondages. Est-ce qu'il peut remonter? Alors malheureusement, on a pu constater avec Nicolas Sarkozy et François Hollande que quand on avait commencé à prendre le toboggan de l'opinion publique, il était très difficile de remonter. Après, il y a des circonstances exceptionnelles. Nicolas Sarkozy avait réussi à remonter dans les sondages, entre guillemets, quand il y a eu la crise financière et qu'il avait eu une bonne attitude face à cette crise. François Hollande, de façon très... au moment des attentats, mais on était dans des moments très particuliers. Mais sur le trend, la tendance était négative. Et donc, je vois pas trop comment est-ce qu'il peut remonter. Mais je souhaite qu'il puisse retrouver le contact direct avec les Français parce qu'on a tous envie que les Français se rassemblent derrière leur président quand même. D'accord. Le quinquennat, c'est rude, ça accélère le temps politique? On a deux choses à la fois. C'est-à-dire qu'on a la révolution numérique et médiatique qui fait qu'aujourd'hui on est dans l'ère du buzz et de l'information en continu. Et en même temps, il y a ce quinquennat, ce raccourcissement du temps politique avec en plus les élections législatives et présidentielles qui sont liées. Donc c'est très difficile de jouer le temps long dans ces conférences. Et cette impopularité, selon vous, elle est due à quoi? Elle est due à sa politique ou elle est due à des fautes de comportement, des écarts de langage, J'aimerais qu'elle soit liée à sa politique, mais c'est pas sûr. Même si je pense que les gens ont du mal à comprendre sa politique fiscale. Où d'un côté, on supprime l'ISF et on crée la flat tax pour les entrepreneurs, et de l'autre côté, on augmente la CSG et les taxes sur les carburants. Mais je crois que c'est surtout
les Français se demandent qui est Emmanuel Macron, au fond. Est-ce que c'est le président jupitérien? Est-ce que c'est celui qui est proche des Français? Est-ce que c'est le président jeune? Est-ce que c'est le président plutôt sage? Il y a une sorte de trouble autour de l'image d'Emmanuel Macron. Elle ne s'est pas encore fixée dans l'esprit des Français. Emmanuel Macron a des qualités personnelles indéniables, c'est pour ça qu'il a réussi cette prouesse. Vous le connaissez bien, d'ailleurs. Oui, je le connais très bien, et puis il est intelligent, il est sympathique, il a réussi à convaincre les Français de façon exceptionnelle pendant la présidentielle. Mais là, aujourd'hui, les gens se demandent quel Emmanuel Macron est président de la République. Ils ont en face d'eux. D'accord. Alors, le mouvement du 17 novembre, ça va être aussi un événement à affronter pour lui, puisque c'est donc la colère des Français sur l'augmentation du prix des carburants qui va s'exprimer. Vous le voyez comment, ce mouvement? Vous appelez pas à bloquer les rues, vous? Oh non, pas du tout. Ça me fait plutôt peur, pour vous dire la vérité, ce genre de mouvement. Je comprends que les gens sont en colère, mais on sent quand même qu'il y a un côté un peu poujadiste et populiste derrière ça. Je comprends que les gens soient en peine sur leur pouvoir d'achat et que quand le prix à la pompe augmente, c'est dur pour chacun. Mais je n'aime pas ces mouvements qui sont quand même pleins de colère, pleins de rage. Difficile à maîtriser. Et pas forcément facile à maîtriser. Et je souhaite surtout que ça se passe bien. D'accord. Alors, c'est quelques mois et même 1 an et demi après, le bilan de François Hollande est dressé. Il est dressé par une fondation plutôt de gauche, enfin considérée, réputée de gauche, la fondation Jean Jaurès, et qui dit 2 choses. Beaucoup d'autres choses, mais 2 choses principalement sur lesquelles je voudrais vous entendre. 1, l'impopularité de François Hollande, ça s'est joué dans les 6 premiers mois. Et en fait, en voulant apaiser la France après Nicolas Sarkozy, ben ça lui a nui, à lui personnellement. 2 tiers de ses promesses ont finalement été tenues. Sur les 6 premiers mois, vous n'étiez pas encore à ses côtés. Moi, à l'époque, je travaillais à la mairie de Paris, mais je n'étais pas à ses côtés. Je crois que ce qui n'a pas été compris, c'est le coup de bambou fiscal, en fait, en réalité. François Hollande a voulu redresser les finances publiques de façon extrêmement rapide. Et donc, la seule solution pour le faire, c'était d'augmenter les impôts. Et cette augmentation des impôts, qui, même si elle avait été un peu annoncée pendant la campagne, les gens ne s'y attendaient pas. Et les classes moyennes, les classes supérieures ont vraiment souffert. Et il y a eu une incompréhension qui s'est installée avec les Français. Et je pense que François Hollande ne s'en est jamais remis. D'accord. Et il n'y a pas aussi le fait que, bon, bah, il y a eu les vacances à Brégançon, il y a eu des images d'un président normal, tel que lui le voulait, et qui n'ont pas été comprises finalement. Je pense que ça n'a pas été compris. Il y a un peu d'inactivité aussi, hein, alors que les statistiques ne sont pas bonnes à ce moment-là. Il y a 2 choses différentes, je pense, dans l'été du président de la République. Je pense que le président normal, c'est pas forcément une mauvaise idée, parce que les Français ont besoin de proximité, de simplicité et d'exemplarité. En revanche, ils attendent un président normal, mais qui travaille comme un fou. Parce que quand on vient d'être élu, on attend du président qui souque ferme et que tous les jours il soit au boulot et qu'il ne prenne pas de vacances. D'accord. Sur les réformes, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? 2 tiers des réformes ont été faites? Oui, je ne sais pas, la statistique est vraie, je pense que c'est vrai. Il y a des réformes nombreuses qui ont été faites. Moi, celle qui me tient à cœur, c'est celle sur le mariage pour tous, tout ce qui a été fait sur le matière d'écologie, tout ce qui a été fait pour la solidarité et le pouvoir d'achat des Français. Mais on n'a pas réussi, et j'en prends ma part, parce que je travaillais à ses côtés, à les remettre en cohérence, à bien expliquer le fil qui avait été pris du début jusqu'à la fin du quinquennat. À notre décharge, 1, le début avait été raté avec la question fiscale, et 2, il y a eu les attentats. Là, on est à quelques jours du 13 novembre, et c'est vrai que ça a éclipsé quelque part tout ce qui pouvait être fait sur le champ économique et social, mais aussi sur le champ sociétal, parce que les gens étaient focalisés à juste titre sur la lutte contre le terrorisme. Quand on entend dire aujourd'hui que ça a été le pire président de la Ve République, un quinquennat pour rien, enfin toutes les formules ont été sorties, ça vous fait mal, j'imagine, mais... est-ce que vous pensez qu'un jour, l'histoire vous pourra réhabiliter l'image? Vous savez, ça fait longtemps que je pense que la politique, c'est pas quelque chose de juste. Il ne faut pas faire de la politique pour être aimé. Il y a un Premier ministre anglais qui disait si vous voulez de la reconnaissance, ne faites pas de la politique, achetez-vous un chien. Et je crois que c'est très très vrai. Donc sur le moment, il ne faut pas faire de la politique pour être aimé. Il faut faire de la politique pour changer la vie des gens. Et puis après, c'est l'histoire qui vous juge. Mais elle ne vous juge pas au bout de 5 ans ou 5 mois, elle vous juge au bout de 50 ans. Alors justement, la politique, oui, vous, la politique, vous étiez conseiller, ça y est, vous mettez un pied dedans? Ah oui, parce que moi j'ai toujours voulu faire de la politique. J'ai conseillé des hommes et des femmes, des hommes politiques, Bertrand Delanoë, Laurent Fabius, François Hollande, Christophe Girard, et j'ai fait mon travail le mieux possible. Mais j'étais dans leur ombre, même si parfois on m'apercevait sur la caméra, et je suis arrivé à un âge, j'ai 39 ans, où je me dis que je dois, avec d'autres, porter les convictions que j'ai en moi. Alors, on parle de vous pour la mairie de Paris, en tous les cas pour la candidature. Quand est-ce que ça sera ferme? Je pense qu'au printemps. Donc là, on est à l'automne. Donc 1 an avant. Voilà, 1 an avant. Parce que je pense qu'il faut prendre le temps, avant de parler des
question de personne, de parler du fond, des projets, qu'est-ce qu'on fait pour la sécurité, qu'est-ce qu'on fait pour la propreté. C'est exactement ça. On réfléchit, on travaille, on bosse énormément. C'est quoi le mouvement parisien? C'est un mouvement qui a vocation à rassembler tous les Parisiennes et tous les Parisiens de tous les quartiers, tous les âges, toutes les religions, toutes les tendances politiques. Voilà. Moi, j'ai une technique extrêmement simple qui est très vieille politique. Tous les jours, à 18h ou à 19h, j'ai une réunion d'appartement, une réunion dans un bar, une réunion dans un parc. Tous les jours. Tous les jours sauf le week-end. Le week-end, je m'occupe de ma famille parce que j'ai une famille de 4 enfants et on y va tous les jours pour discuter pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures des problèmes des Parisiens. Donc au printemps prochain, on saura si Gaspard Ganzer est candidat à la mairie de Paris. Oui, et je ne serai pas candidat tout seul si je le suis, parce qu'en fait, il faut 500 candidats dans tous les arrondissements de Paris et tous les quartiers de Paris. Sous quelle étiquette, sous quelle enseigne, si vous me permettez l'expression? Si nous allons au bout, ça sera sur l'étiquette parisien, parce qu'on a envie d'être le marchepied ou le tremplin de personne, ni la jambe de bois de personne. Donc ça ne sera pas avec la République En Marche? Non, clairement pas. D'accord. Après, il faudra rassembler. En revanche, c'est une élection où il y a 2 tours, même 3 tours. Il y a un moment où il faudra rassembler tous les progressistes, tous les écologistes. Que répondez-vous à ceux qui disent, bon bien, Anne Hidalgo, qui sera vraisemblablement candidate à sa réélection, dont la popularité n'est pas extraordinaire non plus auprès des Parisiens, et vous pourriez prendre des voix à Anne Hidalgo, et donc chez les socialistes, à gauche, on voit ça d'un mauvais œil. Moi, je pense que les électeurs et les idées n'appartiennent à personne. Ce qu'il faut faire, c'est chercher à convaincre. Il n'y a pas de part de marché qui appartiendrait aux gens qui sont à l'hôtel de ville depuis 20 ans. Ouais. Moi, je suis de gauche. Ça ne m'empêche pas d'avoir des idées qui, pour certains, sont cataloguées aussi à droite, ou de pouvoir gouverner avec des gens du centre, des écolos, ou même des gens de la démocratie chrétienne. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui vole des voix à qui que ce soit. D'accord. Donc vous n'êtes ni de gauche ni de droite, vous? Non, moi, je suis de gauche, mais je peux travailler avec des gens de droite. D'accord. Ségolène Royal, on en parle beaucoup, elle a dit tout le mal qu'elle pensait de François Hollande sur certaines de ses réformes. On sent qu'elle est dans le paysage politique actuel, qu'elle pourrait conduire éventuellement les socialistes aux européennes sans avoir l'enseigne du PS. Ça serait une bonne chose pour vous? Moi, j'aime la personnalité de Ségolène Royal, qui est quelqu'un d'extrêmement créatif, intelligent. Mais après, je trouve ça dommage quand même qu'elle ait été élue pour la première fois en 88, c'était il y a 30 ans. Députée, oui, mais ça fait 30 ans qu'elle est là. 30 ans. C'est pas la seule. Hein. Oui, c'est pas la seule, mais c'est un problème. Parce que normalement, un parti politique comme le Parti Socialiste devrait être capable d'identifier de nouvelles personnalités. Justement, c'est pas le cas. Eh bien, c'est pas le cas et c'est un problème. Donc, moi, j'aimerais bien que... Vous êtes toujours en carte PS? Non, je suis plus membre du Parti Socialiste pour cette raison notamment, parce que je pense que ce parti est incapable de se renouveler et de faire émerger de nouveaux talents. Si elle était candidate ou tête de liste pour les européennes, vous pourriez voter pour Ségolène Royal? À ce stade, j'ai plutôt envie de voter autre chose que socialiste. J'ai plutôt envie de m'investir dans le combat écologiste, on va dire, aux européennes. Voilà. D'accord. On est avec Gaspard Ganzer, peut-être candidat à la mairie de Paris, on le saura dans quelques mois maintenant, et qui est à la tête du mouvement parisien, qui a été le conseiller en communication de François Hollande. Et on continue avec vos questions. Et Valentin Pilate qui nous a rejoint. Bonjour Valentin. Bonjour Yves, Gaspard Ganzer, bonjour. Bonjour. Alors en annonçant votre venue aujourd'hui dans le Figaro.fr, on a créé un article et on reçoit donc des commentaires dans cet article, notamment celui de Colette qui a réagi et qui considère que vous avez mal conseillé François Hollande, que vous êtes responsable, pour aller plus loin, je la cite, dans sa chute, y a pas de problème. Et qu'elle s'inquiète donc du fait que vous rêviez de Paris qui est dans un triste état selon elle. Et pour aller plus loin dans la question, qu'est-ce que selon vous on pourrait améliorer de façon prioritaire à Paris? Au final, ça fait 2 questions. Ouais, est-ce que je suis responsable? Par définition, oui. J'étais le conseiller de François Hollande. Donc, si sa communication n'était pas à la hauteur, c'est notamment de ma faute, pas que, mais c'est notamment de ma faute. Donc, je ne me cacherai jamais derrière mon petit doigt et je reconnaîtrai toujours mes responsabilités. J'ai fait des erreurs, aussi des choses plus positives, mais j'ai aussi fait des erreurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur Paris. Moi, j'ai 3 priorités. La première, c'est la vie quotidienne des gens. Donc, les transports publics et le métro, notamment, qui est dans un état déplorable. Il suffit de venir en ligne 13 ou en ligne 12 sur son boulot pour se rendre compte qu'il y a un problème. 2, la propreté, parce que les rues sont de moins en moins propres. Et 3, la solidarité, parce que Paris est une ville qui est de plus en plus crée de l'isolement et de la solitude, notamment pour les personnes âgées, mais pas que. C'est une ville de solitaires, Paris?
C'est la ville dans laquelle il y a le plus de célibataires, des gens qui soit ont divorcé, des papas qui vivent seuls, des mamans qui vivent seules, ou des personnes âgées, ou des étudiants, et on souffre du repli sur soi à Paris. Si d'aventure vous étiez candidat, il y a un livre en préparation qui serait un peu programmatique sur Paris? En tout cas, on travaille sur le fond pour écrire des réponses à toutes les questions que se posent les Parisiens. D'accord. Beaucoup de commentaires sur Facebook, notamment celui de Pauline qui appelle au blocage le 17 novembre. Vous témoignez il y a quelques minutes avec Yves votre inquiétude sur ces blocages, que vous considérez que c'est presque du populisme. Mais est-ce que vous comprenez quand même cet agacement? Et à Paris, éventuellement, par exemple, la RATP, faute de bus électriques, va remettre en service des bus diesel. Des bus diesel. J'ai répondu sur la question des blocages en général. J'aime bien les manifestations, j'aime bien les gens qui témoignent leurs convictions. En revanche, l'idée du blocage et de la colère exprimée de cette façon-là ne me plaît pas. En revanche, sur la question des bus... Avec ces bus, en l'occurrence, diesel qui vont rouler dans Paris. Oui, non, mais ça ne va pas du tout. On a l'impression qu'on est encore, j'allais dire, au 19e siècle. Bon, ce serait le 20e, et c'est déjà tard. Je pense que ça ne va pas. On devrait déjà avoir des bus qui sont tous capables de rouler avec de l'énergie propre. On a pris beaucoup de retard. La région, la ville de Paris, toutes les collectivités auraient dû investir davantage. Et pour le coup, il faut un plan Marshall pour avoir des transports publics propres. On a pris beaucoup de retard. Sur la fiscalité pour la transition écologique, est-ce qu'il n'y a pas... une défaillance de communication, je pose la question à un professionnel, pour faire comprendre aux Français justement de la part du gouvernement? Non mais c'est utile, on peut utiliser l'effet prix, l'outil fiscal pour inciter à changer les comportements, mais il y a après façon et façon de le faire. Là on a quand même servi une addition particulièrement salée aux Français qui l'ont pas compris et qui sont jamais contents de payer, notamment que c'est intervenu au plus mauvais moment, parce que c'est le moment où le prix du baril a explosé et donc c'est pas tombé au bon moment. Une question de Denis, toujours pour continuer dans ce qu'on dit, la suppression du périphérique, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est dans les tuyaux? Moi c'est une idée que j'ai mise sur la table avec le mouvement parisien. C'est extrêmement sérieux parce que le périphérique... C'est une vieille idée, hein. Alors, on parlait de couverture, maintenant moi je parle carrément de suppression. Roland Castro notamment avait travaillé là-dessus. Parce qu'en fait, pourquoi? Parce que c'est un endroit qui coûte cher, c'est un endroit moche, c'est un endroit qui pollue et c'est un endroit qui nous sépare du Grand Paris. Or, aujourd'hui, qu'on soit à Montrouge, à Pantin ou à Boulogne, on se sent parisien et on doit construire la métropole ensemble. Alors, un petit détail, vous le supprimez ou vous le couvrez? Moi je pense qu'il faut le supprimer, il faut le détruire. On va mettre 10 ans pour le détruire et à la place, on pourra construire des logements, faire des espaces verts et faire un boulevard urbain. Et des bouchons énormes alors dans Paris? Non, parce qu'en fait, il faut se donner 10 ans pour le faire. Et en 10 ans, on aura le temps, j'espère, de trouver des alternatives avec les véhicules autonomes et les transports collectifs. Hier, lors d'une conférence de presse, on va changer un peu de sujet, on va passer outre-Atlantique, Donald Trump nous donnait sa première conférence de presse après les midterms. Et une question d'un journaliste de CNN qui revient un peu sur la caravane de migrants qui vient d'Amérique centrale. Donald Trump répond. Le journaliste persiste dans ses questions, mais Donald Trump s'agace de son entêtement dans la question. Et il lui répond, CNN devrait avoir honte de vous employer, vous êtes très impoli et une personne horrible. Vous êtes conseiller de communication de Donald Trump à ce moment-là, comment vous réagissez? C'est une question de Nélia. Je lui demande de s'excuser, parce qu'on ne doit pas s'adresser aux journalistes de cette manière-là. On peut être en désaccord avec une opinion exprimée par un éditorialiste, on peut dire à un journaliste que ce qu'il dit est inexact. En revanche, on ne doit pas s'en prendre aux journalistes en tant que journaliste ou en tant que média. Dans une démocratie, on a besoin de contre-pouvoir, et quand un président de la République, aux États-Unis ou en France, s'en prend aux journalistes, il fait du mal à la démocratie. Allez, une dernière question, celle de Sylvie, elle nous vient de Facebook. Que pensez-vous de la démission de Nicolas Hulot, vous qui êtes pro-écolo? Je pense que c'est un gros problème. S'il a démissionné, c'est parce qu'il trouvait que le gouvernement n'allait pas assez dans le sens de l'écologie. Donc c'est très triste et c'est surtout révoltant parce qu'on a besoin aujourd'hui d'avancer vers un nouveau modèle énergétique. Très bien. C'était le talk de Gaspard Ganzer, qu'on remercie pour ses réponses. Merci à vous. Toutes nos questions, y compris à vous, chers internautes. Relayez vos questions par Valentin Pilate. Et à demain pour de nouvelles aventures.